Toutes et à tous, c'est la Manchester et bienvenue pour ce débrief de Saint-Étienne-Valenciennes. Avec moi ce soir, Julien qui est présent malgré sa dépression d'avoir rentré. Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir, l'accord est prête. Avec moi également Larry qui a réussi l'exploit d'avoir bon aux 2 derniers pronos mais qui l'a fait sur le live plutôt que sur BetClick. Oui, bonsoir. Bonsoir à Maxence qui va faire fortune grâce à vos abonnements via Prime. Bonsoir à tous. Et bonsoir surtout à Valzino, notre ami stéphanois qui nous rejoint. Bonsoir à tous amis valenciennois. Donc Valzino, tu gères notamment un compte Twitter, la mise au vert. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais un peu sur ce compte Twitter et Maxence si tu arrives à mettre le lien dans le chat? Ouais, Je suis pas le seul directeur, on est plusieurs, notamment un ami à moi avec Arthur et Kylian. Et donc c'est un peu comme l'Ingesphère, on traite de l'actualité de Saint-Étienne sous divers angles avec notre ligne éditoriale qui nous est propre. Donc voilà, on fait des articles, on fait des compilations, on relate les infos chaudes, les statistiques, les après-matchs, avant-matchs, voilà, tout ça. C'est toujours un plaisir d'avoir un supporter adverse parce que du coup on peut avoir un peu la vision du match de l'autre côté du terrain. Donc toi t'en as pensé quoi globalement du match de ton équipe de Saint-Étienne? Nous personnellement on n'a pas été totalement convaincus, mais toi de ton regard intérieur, t'as trouvé comment cette prestation des Stéphanois? Alors bon, j'étais dans les tribunes, donc peut-être que ce sera différent de ceux qui l'ont vu à la télé. Mais pour être honnête, c'était un match globalement apathique, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Déjà en termes d'action, je pense qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, donc que ce soit côté valenciennois ou côté stéphanois. Il y a eu le penalty, donc en plus malheureusement pour vous, il a été stoppé. Donc puis stoppé par l'Arseneur, avec qui vous avez des souvenirs assez particuliers. Et nous, à part une séquence dangereuse proposée par Rivera en deuxième mi-temps, là, avec une frappe de Gerrard qui a suivi, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, comme j'ai dit. Donc je pense que le match a été un peu à la hauteur du début de saison des deux équipes. Si je me trompe, je pense que vous pensez un peu comme moi. Ouais. Mais, après, en tout cas, si je peux me permettre, côté valenciennois, il y a un joueur que j'ai bien aimé. C'est Jordan Pau. Ah oui, merveilleux. Alors, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu perdre un duel. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'assurance. Et certainement facilité par son gabarit, hein, parce qu'il est assez costaud. Des tribunes, c'était assez impressionnant. Et après, voilà, j'ai trouvé très propre dans ses interventions et je trouve que c'est un vrai plus dans cet effectif. C'est vraiment celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Bon, moi, Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, messieurs. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. De toute façon, on voyait qu'on avait des difficultés défensives en début de saison. Jordan Pau était sur le banc les 2 premiers matchs, on prend 7 buts. Il arrive titulaire, 0 but encaissé en 2 matchs, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est pas un hasard non plus. L'année dernière, c'est déjà lui qui fait de très grosses saisons, qui permet de le sauver. Donc c'est logique, je suis assez d'accord. J'ai oublié, pardonnez mon impolitesse, mais j'ai oublié de dire bonjour au chat. Donc bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à réagir dans le chat et à poser vos questions. Et moi j'ai une question plus globale sur l'AS Saint-Étienne, c'est que à chaque fois on nous met Mission Impossible le retour avec Tom Cruise et Angelina Jolie avec le Mercato, et à la fin on a souvent Danny Boone. Comment ça se fait que cette année encore Saint-Étienne fasse un début et prennent déjà un retard assez inquiétant sur les 2 premières places qui sont à mon avis quand même l'objectif clairement affiché? À la limite, l'année dernière, on pouvait mettre une réserve sur le début de saison parce qu'on sortait d'un contexte compliqué. Enfin, je sais même pas si on sortait, on était toujours dans un contexte compliqué avec la descente, puis les huis clos et le retrait de points, moins 3 points. Mais là, le problème, c'est que cette année, c'est un problème au niveau de la cellule de recrutement. C'est-à-dire qu'on a perdu des joueurs, notamment de Jean-Philippe Crasso, qui n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, on a Ibrahim Sissoko, qui a un profil totalement différent, qui a beaucoup moins cette capacité de création. Ce qui fait qu'offensivement, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Saint-Étienne a fini meilleure attaque la saison dernière. Et aujourd'hui, en 5 journées de championnat, on a mis 4 buts, dont 3 sur penalty. Donc c'est déjà assez gravissime. Mais voilà, on n'arrive plus en fait à se procurer des occasions et ça, on en a encore témoigné hier. Je pense que, comment il s'appelle votre gardien déjà? J'ai un trou de mémoire. Jean Louchet. Ouais, il a pas fait grand chose hier soir, à part, voilà, comme j'ai dit, la frappe arrêtée de Rivera. Mais bref, ouais, problème de recrutement. On n'a pas assez de
on a des joueurs offensifs, mais c'est des profils similaires. C'est-à-dire que devant, on a commencé avec Sissoko et Charbonnier hier. Comment dire qu'il n'y en a quasiment aucun qui est capable de prendre la profondeur. Et si donc en plus, tu as perdu un joueur comme Crasso capable d'apporter un peu plus de folie, bah forcément, tu te retrouves avec des matchs comme ça assez soporifiques devant. Bonsoir Pablito, bonsoir Tassa exactement dans le chat. J'ai oublié parce que dans ce débrief il y a aussi beaucoup de culture et d'histoire pour apprendre un peu justement mieux connaître le club dans lequel on se déplace. Bon Valzino, on va pas t'embêter longtemps parce qu'on est débriefer un 0-0 de ton équipe, ça va pas te passionner longtemps, mais comme c'est des questions sur Saint-Etienne, on va te garder quand même. Mais là c'est une question pour le chat, question toujours facile pour se mettre en jambes. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la province dans laquelle se trouve Saint-Etienne? On dit souvent que Saint-Etienne c'est dans le... Et là, Allez, le chat. Allez, le j'ai chat. pas vraiment le nom parce que c'est pas vraiment une province, tu vois, ça n'a pas d'existence, mais bon... Faut pas dire que c'est la province de Lyon, par contre. Non, parce que je suis susceptible de quitter le chat vocal directement. Et Maxence, si tu peux le noter, c'est Chris en 2 points. Je sais pas où je vais le noter, mais je vais le noter. À Romain... Ouais, Romain bon aussi, mais il est arrivé un peu trop tard, donc c'est Chris qui a été le premier à répondre le Forez. Moi aussi j'ai une question pour toi d'ailleurs, Franxpert. Oh là, là maintenant tout de suite? Ouais, tout de suite. Vas-y. Franxpert, c'est quoi Twitch Prime? Ah, alors, Twitch Prime. Sachez, mesdames et messieurs, que si vous avez Amazon Prime pour regarder le football, vous avez forcément un compte Twitch Prime. Il suffit de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch. Et là, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et en fait, quand vous vous abonnez à la chaîne, normalement, c'est 5 €, dont 2 € reversés aux streamers. Sauf que là, grâce à Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement. Ce qui fait que toutes les personnes là, que je vois qui ont une couronne à côté de leur pseudo peuvent s'abonner à la Ningesphère gratuitement. Et 2 € nous seront reversés. Est-ce que je l'ai bien fait? C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des bonus? Oui, très bonne question, Jürgen. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on l'a configuré 2 minutes avant de lancer le live. Mais si jamais vous vous abonnez, vous aurez droit à des émotes et d'autres avantages dans le chat. Il me semble que Larry propose des bonus aussi. Ah ouais, waouh. Voilà. Et Par exemple, je vois La Bétonnière, Lord Sorceleur, Talsa qui ont une couronne à côté de leur pseudo, donc qui pourraient s'abonner gratuitement via Twitch Prime à la chaîne. Mais bon, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. J'en profite pour remercier les derniers follow, Overclaim, Hugo VFC, Quentin5 et Maxime59227 qui sont follow la chaîne. Merci à vous. Messieurs, on va enchaîner sur les questions par rapport à Saint-Etienne. Et là, c'est une question pour vous, messieurs, dans le vocal. Bon, Maxence a déjà la réponse, donc je vais lui demander d'être beau joueur et de ne pas répondre. Mais pouvez-vous me dire d'où vient la couleur verte du maillot de Saint-Etienne? Pourquoi Saint-Etienne joue depuis toujours en vert? Messieurs, dans le vocal. C'est pas un lien avec Casino? Oui, c'est ça. Bah, Julien, on te donne les 3 points. Il est bon. En 1919, le groupe Casino a créé un club d'entreprise au football amateur et c'était la couleur des stores des magasins Casino à l'époque, c'était le vert. Et donc le vert du maillot de Saint-Etienne. Ah, j'avais pas ce détail. Vient de ça. Eh ben écoute, c'est une émission culturelle. on est là pour apprendre des choses. Et dernière question, à la fois pour le chat et à la fois pour le vocal. En fait, j'ai lu ça sur Wikipédia et ça m'a fait hurler de rire, mais vous aurez jamais la réponse. Bon, on sait que Saint-Etienne, le sport numéro 1, c'est le football, il n'y a pas de débat. Mais apparemment, il y aurait un deuxième sport considéré comme le sport de la ville. Et c'est très atypique. Est-ce que vous pourriez me citer le deuxième sport, on va dire, national à Saint-Etienne? Le foot qui se joue à la main, là, j'ai oublié le nom. C'est une anecdote assez drôle. Et c'est un rapport avec les mines. Mais un rapport très détourné avec les mines. Lancer de charbon? Non. Bon, je vais vous le dire tout de suite parce que vous trouverez jamais. Et bah sachez qu'apparemment, la sarbacane était très populaire à Saint-Etienne puisque les docteurs faisaient des prescriptions aux gens qui avaient la silicose pour que ça puisse les aider à dégager leurs poumons. Énorme. Même moi, je l'avais pas. Ah bah tu vois. Oh! Donc Talsa qui a proposé le curling, mais malheureusement ce n'était pas ça. Bon, je suis très fier quand même de dire que grâce au débrief, nous avons appris un élément de la vie de Saint-Etienne à un Stéphanois, donc très content. Et Valzino, bah, je te remercie une nouvelle fois pour avoir accepté de venir débriefer ce piètre 0-0. Et puis n'hésitez pas à aller voir la mise au vert sur Twitter. Et je ne sais pas si vous êtes sur d'autres réseaux. Bon, Twitter, on s'est lancé sur Instagram et Facebook également. Vous tapez la mise au vert et vous trouverez assez facilement. Mais en tout cas, si je peux me permettre,
bon courage parce que j'ai cru comprendre que c'était un nouveau projet qui s'instaurait à Valenciennes, que Monsieur Eddy avait vendu le club. Ouais. Et que on le voit aussi dans l'effectif, hein, c'est un effectif qui est assez empreint de jeunesse. Hein. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage parce qu'il en faudra. Et il y a peut-être moyen que cette saison, finalement, on se retrouve à peu près à la même place au classement parce que vu notre début de saison, ça s'annonce pas très joyeux non plus. Ouais. Bon courage à toi, et puis en espérant quand même que vous alliez un peu plus haut que la 16e place quand même. Merci à vous et bonne soirée, bonne saison. Bonne soirée, Merci, Val. bonne soirée. Bonne soirée. Bon messieurs, on va enchaîner sur du pur Valenciennois. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match nul 0-0? Allez, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de contexte, là on y va direct. Vous en avez pensé quoi de ce match? Chiant. Ouais, moi j'irais D'accord. peut-être pas jusque-là. Hein. La première mi-temps était pas passionnante, mais la deuxième mi-temps, moi je trouve que c'est la meilleure deuxième mi-temps de VA de cette saison pour l'instant. Ouh, En fait, on a réussi à provoquer un petit peu, à avoir un peu le ballon et à jouer un petit peu au football, et c'était pas encore arrivé depuis le début de la saison. On a été solide défensivement, on a un penalty qu'on manque malheureusement. Mais en général, je trouve que vraiment la deuxième période est super intéressante dans le jeu. Ouais, je suis assez d'accord avec Maxence. Si on est un spectateur extérieur, le match dans son ensemble est horrible à visionner. D'ailleurs, les invités qui avaient chez moi me demandaient pourquoi je regardais ça. Donc, bref. Et sinon, ouais, à l'échelle valenciennoise, la deuxième mi-temps était vraiment intéressante. Surtout quand on suit VA depuis le début de saison, on voit vraiment une affirmation de l'équipe, en fait, une équipe qui se dévoile, un collectif qui se forge. Donc, sur le développement de l'équipe, ça c'est intéressant, des phases de jeu sympas. Après, c'est pas le match du siècle, c'est pas l'équipe qui va jouer la montée, je pense pas. Mais ouais, c'était. Pour moi, ouais, je suis d'accord avec Maxence, c'était la meilleure mi-temps de VA depuis le début de saison. mais sans vouloir faire le pisse-froid, est-ce qu'on peut dire que VA a fait une grosse mi-temps ou que Saint-Etienne était vraiment nul à chier? Maintenant que notre ami Valzino est parti, on peut peut-être être un peu plus franc. Saint-Etienne a été nul, mais on a été super bon aussi. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais oublié de changer le nom du stream, du coup, comme ça s'est lancé d'un coup. Donc, j'en profite pour le faire. Mais non, mais je trouve que, non, en général, on a quand même fait une super première mi-temps, peu importe comment Saint-Etienne a joué, en fait. Je pense qu'on pouvait affronter, je vais pas dire n'importe qui, mais des équipes encore mieux en place, et on aurait pu tenir de la même manière derrière. Peut-être pas proposer la même chose offensivement, mais on aurait pu faire un match cohérent dans tous les cas. À Saint-Etienne, pour les avoir vus jouer contre Annecy, j'ai l'impression que c'était exactement le même scénario sur le dernier quart d'heure. On voyait vraiment que VA poussait, là où Saint-Etienne vraiment avait du mal, restait dans son rythme hyper terne. Ils ont je sais pas si c'est un pépin physique de leur côté, mais sur les deux matchs que j'ai vus de leur part, les derniers quarts d'heure ont été difficiles. Donc ouais, Saint-Etienne non plus, c'est pas une équipe de fous. Ça risque de ne pas jouer à la montée et peut-être même pas les barrages. Salut à Red Punk dans le chat. Talsec nous dit c'était pas ridicule non plus, on n'a pas vraiment manqué le péno, bel arrêt. Trousse, poids, crack, merci Loucher. Larry, toi t'en as pensé quoi de la prestation défensive? T'es quand même plus convaincant qu'à Rodez. Parce qu'à Rodez, certes, on Oui. n'encaisse pas, mais voilà quoi. Ouais, défensivement, oui, il n'y a rien à dire, c'était irréprochable. La charnière Boitou-Poa s'affirme, ça c'est une bonne chose. Mais dans l'ensemble, des deux côtés, hein, c'était pas fou. Mais puis, d'un point de vue offensif, c'est dommage qu'on n'ait pas mis de folie dans les moments importants. Parce qu'en mettant un peu plus de folie, on aurait pu planter Saint-Etienne. D'ailleurs, en parlant de planter Saint-Etienne, question, est-ce que je le mets... Ouais, allez, je vais le mettre pour le chat. Valenciennes s'est imposée une seule fois à Geoffroy Guichard au XXIe siècle sur le score de 2-0. Que messieurs dans le chat, vous pouvez me citer les deux buteurs valenciennois, un point pour chaque buteur. Quand j'ai vu qu'on avait gagné qu'une seule fois, j'étais T'aurais pu donner l'année. déçu moi-même, j'ai aucun souvenir de ce match. T'aurais pu donner l'année, parce que là... C'était en 2010. Ouais, 2009-2010. Et je vais donner les 2 points à la bétonnière parce qu'il a les deux d'un coup. C'était bien Ducourtiou et Odell qui avaient marqué à Geoffroy Guichard. Odell qui ouvre le score et Ducourtiou qui tue le match à la 92e. La bétonnière qui, à mon avis, je veux pas faire de favoritisme, mais il est bien parti pour gagner le classement général du chat. Il est chaud. Il nous donne pas son abonnement Prime, mais il nous donne les bonnes réponses, donc on le remercie quand même. Il a l'air d'être bon, la bétonnière. Et je remercie Kameda qui vient de s'abonner avec Prime.
Incroyable, Kabeda s'est abonné avec Prime, ça ne lui a rien coûté, ça a rapporté 2 € à la Nagésphère, bravo. Avis de Charles, on pouvait pas vraiment faire mieux offensivement, à 5 derrière, les latéraux sont indispensables, mais avec un Wunderberg en manque de vitesse et Linguet pas du tout dedans, les ballons peuvent pas arriver vers l'avant. Bah messieurs, c'est cadeau, comme les 3 premiers matchs, enfin les 4 du coup. Prestation de nos latéraux, qu'en pensez-vous? Je vais essayer les autres de parler. Bah, quand j'ai vu que la Voix du Nord avait mis que l'homme du match c'était Linguet, bon, là pour le coup, je me demande si il y avait eu que moi qui avait fait une soirée devant le match. Bon, après, ça n'a pas été un mauvais match de sa part, mais oui, c'est des latéraux qui restent assez effacés. Et pour l'instant, leur apport, il se voit pas trop dans le jeu. Après, il faut dire aussi que quand ils ont un apport offensif, bah, ils s'entre pour qui, ils jouent avec qui. C'est ça le problème aussi. Donc, ils ont un double handicap, j'ai envie de dire. Mais ouais, match moyen, j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude des latéraux. Alors moi, concernant Linguet, ce que je pense, c'est qu'il a fait des choses intéressantes dans le match parfois, mais en fait, il a loupé tellement de trucs que ça a totalement effacé les bons côtés de son match. C'est-à-dire que il faisait beaucoup de passes à des joueurs qui n'existaient pas. Ça arrivait quand même assez souvent. Je pense que Saint-Étienne récupérait beaucoup de ballons sur des passes manquées de Alan Linguet, et c'est dommage. Offensivement, il sait se projeter, ça se voit, c'est un joueur qui a de la vitesse, qui sait le faire, et qui est capable de le faire, et c'est dommage, je trouve qu'il n'arrive pas à se mettre vraiment en jambe pour le faire justement pendant ses performances, alors que tu sens quand même que le joueur a la qualité de le faire. Donc c'est dommage. Après, Wunderberg, c'est pas un match compliqué, c'est un match moyen, il est dans la continuité de ce qu'il fait pour l'instant. Le penalty, je vais pas lui en tenir rigueur, parce que pour le sortir celui-là, voilà, il faut vraiment être un gardien exceptionnel. Et pour le coup, le seul truc que je peux lui reprocher sur le penalty, c'est que personnellement, 2 minutes avant de le tirer, je savais où il allait le tirer. Un gaucher, ça tire toujours de l'opposé. Un gaucher, ça tire toujours à l'opposé, et je trouve qu'il a pas essayé de surprendre l'Arseneur, qu'il a essayé de bien la placer de manière classique. Ça s'est pas passé comme il le pensait, c'est dommage. Donc Wunderberg, non, rien à dire sur son match, match moyen. Il s'est pas trop fait déborder, mais c'était pas génial non plus. Offensivement, il a rien apporté. Match moyen. Le chat qui est plutôt d'accord avec toi, hein. Lucas qui dit qu'il trouve les gens sévères avec Linguet, et Talsa qui dit que Linguet est fidèle à lui-même, même si c'était pas aussi horrible comparé à d'habitude. Juste, je me permets, je tiens à remercier Lord Sorceleur qui s'est abonné avec Prime. Et oui, car comme il paye Prime pour ses livraisons Amazon et pour regarder le football, il peut s'abonner gratuitement à la Nagésphère. Bravo à Lord Sorceleur et merci à toi. Romain qui dit les deux ne sont pas de véritables pistons, dommage pour le penalty de Wunderberg, et d'accord avec Maxence, on savait où il allait tirer le péno, mais là c'est le... Et bonjour Mehdi également dans le chat, que j'ai oublié, bonjour à toi. C'est vrai, c'est le débat qu'on avait sur le Discord, c'est que peut-on en vouloir à Wunderberg et pas plutôt aux attaquants et milieux de terrain qui se sont défilés au moment d'aller devant le COP Nord de Saint-Étienne? Ah, c'est vrai que ça donnait l'impression qu'en fait il n'y avait pas de tireur préparé, enfin qu'il n'y avait pas été de tireur, qu'il n'y avait pas eu de tireur fixé avant le match. Donc bon, après sur le penalty de Wunderberg, je suis d'accord aussi, hein. C'est vrai que sa course d'élan est très prévisible. Après oui, il est plutôt bien tiré. Mais ouais, c'est vrai que il y avait un débat sur le Discord comme quoi il aurait peut-être fallu faire tirer Bonnet. Je suis assez d'accord, même si en cas de ratage, de plantage, bah, son moral aurait été à moins 25. Mais ouais, je pense que c'est le moment où il doit prendre ses responsabilités et où il doit relancer ses stats. Je pense pas que ce soit hyper compliqué non plus de tirer un penalty, surtout quand t'es attaquant. Donc ouais, je m'attendais plutôt à Bonnet. Je suis assez déçu de sa part, qui n'a pas pris ses responsabilités. Tellement pas d'accord, moi. Bonnet, jamais je l'aurais fait tirer. Jamais je le fais tirer dans ces conditions. C'est un joueur qui n'a pas marqué depuis je sais pas combien de matchs, 15 matchs, qui a zéro confiance, qui vraiment arriverait devant le but en ayant fait un tir cadré en 4 matchs, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que vraiment il se donne pour presser, il se donne pour beaucoup de choses. J'aurais vraiment pas fait tirer le penalty à Bonnet, j'aurais fait tirer à n'importe qui sauf à lui. Maintenant... je pense que... Ouais, vas-y. Non, mais je pense qu'à sa place, voilà, tu te dis, bah là, c'est le moment où soit je me relance, ou enfin, il y a bien un moment où il faut forcer le destin. Donc je pense que c'était plus dans cette optique-là que je me disais de tirer le penalty. Ouais, mais maintenant, je pense parce que Wunderberg n'est pas spécialiste, d'autant plus. Bah après, je sais qu'il a marqué quelques buts en Eredivisie, etc. Mais je sais pas si c'est des penalties ou quoi. J'avoue que j'en sais rien.
Mais je suis pas sûr que ça lui redonne tellement de confiance que ça de marquer un penalty, quoi. Parce qu'au final, c'est un face-à-face contre le gardien. C'est des choses qu'il n'arrive pas à se procurer en match. Donc même s'il met le penalty, c'est pas forcément quelque chose qu'il aurait l'habitude de réitérer en match. Donc je sais pas, je suis pas convaincu. Charles qui met dans le chat, est-ce que c'était pas une stratégie parce que Wunderberg n'a jamais joué avec l'Arseneur, Baudet a dû en tirer des centaines contre lui à l'entraînement. C'est vrai. Puis Matt qui dit le penalty est bien tiré, juste un joli arrêt de l'Arseneur. Alors j'ai appris quelque chose parce que j'étais en train de pester sur l'Arseneur qui était bien devant sa ligne, mais la règle a changé et maintenant si tu as un seul des deux pieds sur la ligne, le penalty, l'arrêt est valable si jamais le ballon est arrêté. Absolument. Donc, bon, Ah oui, c'est ça, ouais. je pense que le deuxième play est un peu devant la ligne, mais là on chipote. Mais de toute façon, le penalty était assez généreux en lui-même, donc c'est pas un scandale qu'il ne l'ait pas fait retirer. Et bravo Maxence qui fait même maintenant du forcing à l'écrit. C'est un double pressing qu'on vous met les gens avec des couronnes. Là, n'hésitez pas à vous abonner avec Amazon Je Prime. vois trop de couronnes dans le chat pour ne pas le signaler. Et d'ailleurs, je remercie Noah Bricot qui a suivi la chaîne. Ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne parce que même si là, pour le coup, c'est pas un soutien financier, ça vous permet d'avoir les notifications quand le live démarre comme ça. On n'est pas dépendant des réseaux sociaux qui, on ne vous le cache pas, n'apprécient pas trop qu'on partage des liens de Twitch. Comment ça t'arrives pas à le faire, Ramper? Je te ferai un tuto si tu veux après le live. Matt qui dit par contre il a retiré parce qu'il part avant, mais pas de VAR malheureusement. Je trouve que c'est un peu osé de faire tirer Wunderberg, qui à mon avis n'était pas le joueur le plus dans son match pour Noah Bricot, qui a également une couronne. Moi je dis ça, je dis rien. C'est vrai, bon, après messieurs, moi j'oublie pas que Boudra avait le ballon dans les mains au point de pénalty 10 secondes avant qu'il soit tiré. Hein. Ah, Noah Bricot, c'est abonné avec Prime, merci. On a surpris que Boudra n'ait pas tiré. J'étais sûr que ce serait lui. Merci Noah pour c'est un Twitch Prime, hein, c'est ça? C'est un Twitch Prime, ouais. Redpunk qui dit Masson le capitaine, c'est pas les tirer. Bah, c'est vraiment pas son truc. Il est pas connu pour sa qualité de frappe, Masson. Après, et regret éternel que Kufo rentre sur le terrain 10 minutes après, quoi. Et c'est ça, en fait, t'as énormément de joueurs capables de tirer des pénaltys sur le banc. Je pense que Vénément en est capable. Young en a mis entre 5 et 10 en national avec QRM il y a 3 ans. Kufo est sur le banc. Donc ouais, c'est quand même dommage, quoi. Messieurs, nouvelle question. Et là, forcément, comme c'est une question compliquée pour les experts du vocal, pouvez-vous me citer 2 anciens entraîneurs du VFC ayant joué en tant que joueur, du coup, c'est bon, à l'AS Saint-Etienne? 2 anciens entraîneurs? Oui. Il y a Montagnier, je crois. Ouais, Montagnier, je suis sûr. Montagnier a joué à Saint-Etienne? Oui. Okay. Un petit peu. Daniel Sanchez, non? Oui. Ah ouais, Larry, bravo à toi. Je sais pas où respect. Et 2 points pour Larry qui allait nous chercher Daniel Sanchez. Ah, je l'avais pas. Montagnier, c'était sûr, mais Sanchez, je savais pas. Ah ouais, t'as dit aussi. Je sais qu'il a été entraîneur ou entraîneur adjoint chez eux. Ouais. Mais joueur, je savais pas. Et il y en avait d'autres ou il y avait que? En entraîneur, il y avait que. D'accord. Matt Leblanc qui me dit Venema pas encore prêt physiquement. Bah, un peu léger, je pense. Il est arrivé, il a pas dû avoir une grosse prépa avec son ancien club. Du coup, moi je pense qu'on risque de le voir titulaire après la trêve là, de 2 semaines. Je pense qu'au prochain match contre Bordeaux, on aura le droit à une doublette Venema Young devant. Moi je trouve ça quand même bizarre parce que certes il n'est pas pris physiquement mais il rentre pour 5 minutes. Encore tu le fais rentrer 20 mais ça fait 2 fois qu'il rentre pour 5 minutes. Ouais mais là en plus il monte en puissance, tu le ressens quand même que le mec est vraiment pas mauvais. Donc non, je suis très confiant là-dessus. Après je pense que Massiel a beaucoup d'espoir en bonnet aussi. Donc c'est un peu dur à lui retirer de la tête que ce sera peut-être pas le joueur dont il a besoin devant. En fait, Massiel avait dit malgré tout en conférence de presse que même s'il y a beaucoup de recrues, il voulait qu'il y ait une certaine stabilité entre les matchs, entre les compos des différents matchs. Donc pour l'instant, Bonnet, il a encore sa chance. Et après, pour Bonnet, ça reste toujours le même problème. C'est plus un système qui n'est pas fait pour lui et puis un plan de jeu dans lequel finalement, même s'il dit qu'il se sent bien dedans, il s'y retrouve pas. D'ailleurs, il y a Matt qui dit après la trêve, je pense que Bonnet et Amash vont se tirer le bras. Donc Kabila, est-ce que tu as une exclusivité à nous faire partager par rapport à Amash? Bah Amash, ouais, on a vu qu'il a supprimé un peu tout sur ses réseaux là, donc avec un petit sablier en story.
Du coup, inquiétant. Après, Massiel a dit qu'il y a des joueurs allaient quitter le club et c'est le poste de Anthony Knockaert qui vient de signer. Donc ça m'étonnerait pas de le voir partir. Je trouverais ça un peu dommage. Mais c'est le jeu aussi hein, du mercato. Donc si tu pars, adieu et merci. Fantastique passe décisive parce que les 0-0 c'est bien, mais on va pas faire 45 minutes dessus, messieurs. Je vous propose de commenter les derniers dénouements du mercato. On va pas tout refaire parce que déjà c'est interminable. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un space de plus de 3 heures de la Team BFC sur le mercato. Et plutôt avoir votre avis sur les signatures, donc sur après le Money Time, même le 1er septembre. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que je vous les recite là vite fait ou est-ce que globalement c'est Knockaert, Costa et voilà quoi? Je pense que Julien a envie de parler. Souleymane. Comment? J'ai dit je pense que Julien là, il a envie de donner son avis sur les recrues. Je suis très content, franchement. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est vraiment une des meilleures journées de supporters TVA depuis très longtemps. On voyait des recrues en veux-tu en voilà, et puis c'était pas des noms accumulés comme on a pu voir sous Diego quand il signait Bonnet et puis Martin la même journée. Tu sentais vraiment qu'il y a un projet derrière. Après, il y a eu une petite douche froide, mais vraiment légère quand on voit que Costa au final c'est que 1 an. Et voilà, des mecs qui ont joué la Ligue des Champions, Knockaert qui a une expérience incroyable en Championship, même si lui ça reste quand même un pari, il faut pas se mentir. C'est pas le joueur avec qui on est certain de faire toute une saison parce qu'il pourrait avoir des pépins physiques. Bah, clairement. Hein. Mais ouais, on peut être clairement satisfait des 48 dernières heures au VFC. J'ai oublié également notre ami Lillepo, qui était déjà là depuis un mois dans nos têtes, mais qui a signé physiquement. Et Souleymane Basse aussi. Souleymane Basse, c'était le soir, je crois que vous en avez parlé. Ouais. Et le mec du Standard aussi. Lillepo, il m'intrigue un peu. Un peu. Je sais pas, je sens que c'est un joueur qui a de la qualité. Et je suis curieux de le voir à l'heure. Maintenant, c'est un joueur qui va devoir s'adapter. La France, c'est pas un championnat facile. Les lignes sont vite resserrées. Tu dois vite t'en sortir. Et je sais pas si ça peut lui correspondre. Cependant, c'est un joueur qui a l'air d'être de transition. Du moins, c'est sur ce que j'ai vu, sur les images que j'ai vues, sur tout ça. C'est un joueur qui a l'air d'être bon en transition, qui a l'air de savoir prendre la vitesse sur les côtés et qui a l'air d'avoir une bonne patte gauche. Donc, il m'intrigue. Romain qui demande s'il y aura un match amical de prévu pendant la trêve pour permettre aux recrues de s'adapter. En tout cas, j'ai pas l'info. On n'a pas l'info, mais... On va peut-être le savoir demain dans la voie des sports. Ouais, il a raison. Matt qui préconise une attaque Venema Young avec milieu Cruz, Masson, Costa, ça peut faire mal. Costa et Knockaert, c'est Knockaert ou Knockaert, je sais jamais. Moi je dis Knockaert. Knockaert, ça peut faire mal. Charles, très content des mecs qui savent jouer au ballon, qui vont faire énormément de bien dans le collectif. Matt qui me dit attention Costa et qui préserve de Porto pendant les 2 ans, mais très bonne recrue. Et Romain qui précise, Lillepo c'est Maciel qui voulait. Absolument. Bon, globalement, 2 ans dans la réserve de Porto, ça reste quand même assez acceptable, j'ai l'impression. Ouais, voilà, et puis en plus, oui, évidemment, on va pas signer un titulaire de Porto, mais ça reste quand même énorme, surtout que le mec a quand même joué un match de Ligue des Champions, ou même plusieurs, il y a 4 ans, donc attention quand même, quoi, ça reste une grosse recrue sur le papier en tout cas. Maintenant, il faut voir sur le terrain, c'est toujours la même chose, il y a que ça qui compte. Mais ça reste super intéressant. Il faut suivre. En plus, c'est un joueur capable de jouer milieu de terrain et piston droit. Donc attention aussi à Alain Laguet. Hein. Attention à Alain Laguet, il a peut-être été recruté pour jouer à ce poste-là aussi. Et puis il y a une tranche d'âge qui est super intéressante, que je le disais chez Team. C'est des recrues. Enfin, je me souviens de pester souvent sous Sgeg quand les recrues c'était soit des plus de 35 ou des moins de 20. Là, on fait enfin des joueurs 25-26 ans, des joueurs dans la force de l'âge. Costa, il a 26 ans et il a déjà une expérience quand même de malade parce que, bon, réserve de Porto, si je dis pas de bêtises, ça joue peut-être aussi en 2e division portugaise. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, faut pas oublier, parce qu'on dit Porto, mais il a des saisons dans d'autres clubs de D1 portugaise où il était titulaire indiscutable. Ouais. Donc, franchement, c'est la recrue qui hype le plus. Il a un CV assez monumental à l'échelle de VA. Très belle intervention Jürgen, mais je crois que Maxence a quelque chose à nous dire. Je tiens à remercier Charles qui s'est abonné avec Twitch Prime, donc merci à toi.
Je le fais, allez, en 10 secondes chrono, mais comme c'est le pic d'honneur, j'en profite. Les gens, sachez que si vous êtes abonné à Amazon Prime pour regarder le football, vous pouvez lier votre compte Prime à votre compte Twitch et comme ça, vous pouvez vous abonner gratuitement à la Ningesphère. Ça ne vous coûte rien, mais nous, on récupère 2€. Merci. Messieurs, ce que vous pensez, on se rappelle notamment que Maciel disait ouais, j'aimerais bien un troisième gardien, etc. Et on rappelle que même si le mercato est clôturé, toujours possibilité de signer des joueurs libres qui auraient résilié leur contrat. Est-ce que vous pensez que le VFC a encore une carte dans sa manche? Il serait possible qu'on ait notamment une surprise, voire un troisième gardien qui arrive, ou est-ce que là, le 3 septembre à 19h30, c'est fini, le mercato est fini? Si je peux apporter des précisions, tu as le droit du coup à un joueur libre, tu as le droit à un joker et un joker médical. Donc tu as encore plusieurs recrues possibles. Sur le papier, je pense que libre, tu as des super joueurs qui sont disponibles. Gardien, je pense que tu te casseras pas la tête à aller chercher un joueur déjà dans un club. Mhm. Là, je vois Bloodbad dans le chat qui nous dit Kevin Malcuit est libre. Et j'en avais parlé déjà une fois sur. Je crois que c'était un ancien débrief. Et j'ai vu que Saint-Etienne, justement, avait pris des renseignements sur lui, son ancien club. Donc pourquoi pas, ça serait super intéressant à droite. Moi, je suis pas fermé à son recrutement. Donc moi, je pense qu'on risque de voir encore un ou deux joueurs arriver pour compléter l'effectif. Ouais. Jürgen, je te fais une passe décisive. Je vois que tu fais un forcing depuis 2 jours. Quel serait ton plan romantique rêvé pour le troisième gardien du VFC? Ah, Nicolas Pento. Ah, franchement, je vois le dernier match de la saison Ueno où il fait une petite titularisation pour clôturer sa carrière. Ah, ce serait incroyable. Après, ouais, au niveau du gardien, je pense qu'on va en recruter un parce que Maciel, il n'est pas du genre à dire des choses qui ne se réalisent pas. Pour le coup, il travaille vraiment en bonne synergie avec Sport République, donc ça va se faire. Je pense aussi que ce sera un gardien libre. Avoir aussi le profil, ça par contre, aucune idée. Est-ce qu'on va prendre vraiment un mec qui sera numéro 3 dans le CV et du coup dans la hiérarchie, ou est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui peut aller gratter une première place, voire est-ce qu'on va même trouver une opportunité d'un gros gardien, d'un non ronflant? J'en sais rien. Ça, vraiment, tout peut se produire. Maxence, je te laisse. Et je remercie Matt Leblanc qui s'est abonné avec Amazon Prime. Merci beaucoup. Merci J'aime, à toi. à chaque fois que je parle, on s'abonne. Parle, vas-y. Justement, Julien, c'est quoi ton avis sur Kasper Schmeichel au VFC? Même si c'est une question bizarre, faut qu'on ait besoin, on a besoin d'abonnement là. Vas-y, parle. Ouais, non, là pour le coup, ça risque de prendre un gros salaire et puis, ouais, 36 ans. Ouais, non, pour le coup, je suis pas super convaincu. Après, ouais, moi, c'est aussi parce que pour le coup, on a beaucoup parlé de Jean Louchet, on en a pas parlé aujourd'hui. Mais ça me briserait le cœur, entre grosses guillemets, qu'un gardien vienne prendre la place de Louchet pile au moment où il prend confiance et où il prend en carrure dans le club. Ce serait vraiment assez vache. Très content de cette propagande sur Jean Louchet parce que tout le monde le détestait au bout de 2 matchs et aujourd'hui tout le monde l'adore et ne veut plus le voir quitter le 11. Donc moi, franchement, ça me fait super plaisir. Non, Après, parce que même si Louchet ça marche pas, t'as au pire Si qui est aussi un gardien sympathique et de qualité. Donc, ce serait vache pour les deux en fait. Après, je trouve que la majorité était assez nuancée. Il se fait allumer sur 6 et 7 buts, mais il transpirait pas la sérénité, quoi. Voilà, 300 minutes sans encaisser un but. Bon, je respecte. Après, il est bien aidé par sa défense, notamment. Absolument, Mais bon. absolument. Mais sa défense est bien aidée par Jean Louchet aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Romain qui dit je prendrai un gardien avec de l'expérience pour être numéro 3 comme Valvé il y a plusieurs années pour faire bien encadrer nos jeunes gardiens. Et Charles qui dit sur Transfermarkt, Diallo est dans l'effectif. En tout cas, même s'il n'a pas encore été officialisé pour un gardien, est-ce qu'il n'est pas possible d'attendre jusqu'au mercato d'hiver? Bon, je pense qu'on peut attendre. Après, plus un gardien arrive tôt, plus c'est facile pour lui aussi de se préparer. Mais après, c'est clairement pas une priorité. On peut faire la saison avec Louchet et Si, hein, il est déjà batté, mais donc non, c'est pas une priorité pour moi non plus. Et justement, après, il parlait de soulager l'effectif, de soulager les deux gardiens. Donc je pense que c'est dans une perspective assez rapide au final. Ouais. Et puis on rappelle que Transfermarkt, en fait, c'est un peu comme Wikipédia, c'est édité par la communauté. Donc dès qu'il y a une rumeur qui passe, ils mettent à jour. Je me souviens notamment l'attaquant qui était en Lituanie ou en Lettonie, je sais plus, là, qu'on a failli faire mais qu'on n'a pas fait. Illich, c'est ça? Ah, Illich, ouais. Ouais, qui avait été affiché comme étant transféré à VA sur Transfermarkt, alors que pas du tout. Donc
à prendre avec des pincettes, mais je pense, surtout du fait qu'ils viennent de Ghost TP, donc ça aurait dû se faire assez rapidement, que ça ne s'est tout simplement pas fait. Un qui me dit, après la défense a pris un plus depuis 3 matchs. C'est vrai que c'est le jour et la nuit, peut-être tout simplement le passage à 5 derrière, ça l'avenir nous le dira. Par rapport à ce que je disais sur le Discord, messieurs, bon, le club fait son grand mercato. Il y a un peu, vous savez, on a la croisée des chemins. Le chemin de gauche, c'est le Toulouse FC qui remonte en Ligue 1 et le chemin de droite, c'est Dijon qui est en National. Là, c'est un peu encore une fois au doigt mouillé, mais à votre avis, ce mercato, il va envoyer Valenciennes vers où? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que ça reste des paris? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous restez inquiet? Là, c'est le moment café du commerce estimation doigt mouillé. Là, faites-vous plaisir. Larry, vas-y, là. On t'attend. Euh, Larry. un destin à la Toulouse, peut-être pas, mais je suis optimiste. On n'aura pas un destin à la Dijon non plus. Moi, je pense on va créer notre propre destin. Wow. C'est tout ce que j'aime. Ça, c'est beau, ça. Bon, ça. Larry. C'est bon, ça. C'est un phrase Tinder, ça. Ça pourrait. Je vais créer mon propre destin. Je vais le mettre à jour. Non, mais moi, je suis d'accord avec Larry, en plus. Vraiment, je pense que Toulouse, c'est peut-être l'exemple ultime en termes justement de projets comme ça, basés sur la data et des gens qui connaissent un peu le foot. Donc forcément, je ne vois pas aller à ce niveau-là, aller jouer la Coupe d'Europe d'ici 3 ans. Mais on a quand même des cartes à jouer. C'est beaucoup de paris dans notre effectif, ouais. Mais c'est clairement pas des gugus, quoi. Les mecs, c'est des bons joueurs de foot. On attend beaucoup d'eux et pour l'instant, la plupart arrivent à prouver. Donc non, peut-être pas un destin à la Toulouse, mais je pense qu'on peut remonter en Ligue 1 quand même d'ici 2-3 ans maximum. Bloodbath qui est nuancé comme vous, lui, il tranche au milieu, il dit 10e voire 9e place et il signe tout de suite. Mike qui dit la défense à 5 c'est bien, mais je préfère le 4-4-2. Vous pensez que Maciel, avec son effectif complété, il va retenter des folies ou il va rester bien solide derrière? Il retentera, mais pas tout de suite. Il va attendre encore un petit peu Ouais. de se stabiliser quand même. Perso, je trouverais ça dommage d'enlever la défense à 5 parce que les joueurs, au final, ont l'air de s'y plaire là-dedans. Et ça fonctionne. Donc, ouais, ce serait un peu rapide de repasser en 4-4-2 ou à 4 derrière, en tout cas. Ah, puis si tu passes à 4 derrière, parce que là, à 5, t'as une charnière Poa, Boitou et Moore, tu dois en faire sauter un. Et les trois ont l'air de s'entendre. Totalement. C'est un peu. C'est un peu comme le cas du Jean Gaucher, ça serait, on va dire, dégueulasse d'en foutre un sur le banc. Pablo qui est d'accord avec toi, Larry, il dit on n'a pas le niveau de Toulouse, mais on n'a pas non plus celui de Dijon. Romain qui dit pour moi c'est un bon début de saison pour commencer, c'est bien trop tôt pour faire une Toulouse. Je rappelle que Toulouse n'était pas monté dès la première année, Lens non plus, donc les clubs qui repartent de zéro mettent quand même au moins 2 saisons pour monter, donc tout le mal qu'on nous souhaite. Matt qui me dit je pense 10e à la trêve, ensuite 2 ou 3 recrues, 4 départs, on peut finir 7 ou 8, ce serait déjà très bien. Bonsoir à l'ami Falken dans le chat. Ouais. Charles qui dit je vois beaucoup de gens s'emballer dans les commentaires Facebook pour la montée. Perso, je pense que c'est très très intéressant, ça donne vachement envie. Mais attention à ne pas se voir trop beau trop vite. Si on finit entre la 9e et la 11e place, ce serait bien. Ludbad qui nous apprend que Knockaert peut jouer également milieu offensif central. Ouais, totalement, ouais. Donc vraiment un couteau suisse. Et donc pour lui, ça permettrait de garder la défense à 5. Il peut jouer un peu tous les postes devant Knockaert, c'est son avantage. Puis aussi pour refaire un peu son bilan, c'est un joueur qui avait été élu meilleur joueur de Championship il y a 5 ans. Donc il avait fait une saison monstrueuse, je sais plus si c'était celle avec Leicester ou Brighton, mais une saison monstrueuse. Donc franchement c'est de bon augure s'il arrive à retrouver un niveau comme ça. Je pense pas qu'il soit à ce niveau, mais si du moins il arrive à s'en approcher, ça peut être très très sympa. Vous pensez que Maciel il va être sans pitié et les jeunes qui ont tout, que Cantari a fait monter pour compléter l'effectif, il va renvoyer tout le monde et il va garder ses recrues ou il va essayer de faire un mélange? Oh non, 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 je pense que Boudra il va retourner avec la réserve, notamment Amash sera vendu, tu vas garder Lillepo, Knockaert à droite. Ah, pour moi c'est l'objectif, Lillepo, Knockaert et Boutoutaou capable de jouer un peu partout devant. Avec Kroos qui peut jouer plus haut aussi, donc non, en vrai je pense que son effectif est assez complet là-dessus, il n'y a aucun souci, il va pouvoir faire redescendre ceux qui
qui ne correspondent pas à son projet de jeu. Donc, ouais, je pense que Ahmed Kantari, lui aussi, va avoir des recrues dans pas longtemps. Moi, je dirais plutôt que c'est Kalai qui va. Bon, le Kalai, c'est sûr qu'il ne sera aussi, plus ouais. dans le groupe. Kai Sanda, probablement aussi. Diagouraga, c'est dommage parce que bon, son match, bon, c'est pas un match incroyable qu'il fait, mais je trouve qu'il s'est bien fondu dans le collectif à Saint-Étienne, dans un contexte qui n'est pas évident. Je trouvais qu'il était courageux, donc je lui souhaite de ne pas être mis de côté. Tout le mal qu'on lui cède. Peut-être que Massiel réussira à trouver l'alchimie entre les deux. Est-ce que vous pensez que... Enfin, combien de temps vous estimez le fait que cette équipe pourra être opérationnelle? Parce que là, c'est... Comme je disais ce matin, ce Valenciennes-Bordeaux, ça va un peu être une redite de Valenciennes-Auxerre, quoi. Ça va être une équipe qui est pas... Bah, si tu intègres les joueurs dans le 11... Non, t'es pas d'accord, Maxence? Tu penses que ce sera pas... On repart pas, entre guillemets, de zéro au niveau des automatismes? Non, je suis pas d'accord parce que les premières recrues qui ont été ajoutées au groupe, là, du coup, eux, on vont avoir leurs vrais automatismes pour une fois. Saint-Etienne, c'était encore un peu tôt. Là, ils vont avoir 2 semaines d'entraînement en plus pour travailler. Donc, les anciennes recrues et les anciens joueurs, je pense qu'en termes d'automatisme, ça va aller. Les nouveaux, il va peut-être leur falloir un peu de temps, certes. Mais 2 semaines d'entraînement quand même réguliers entre eux, ça va déjà beaucoup les aider. Donc non, moi je suis pas d'accord, je pense que contre Bordeaux, on sera pas à notre maximum, mais on sera vraiment bien sur ce qu'on peut proposer, je pense. Romain qui me dit Noubissi absent du groupe, donc peut-être un des premiers départs, ou en tout cas des joueurs qui auraient résilié sans qu'on soit tenu au courant. À suivre. Mince. Blue Bug, il dit surtout Liliepos, s'il le voulait, il jouera. Il parle de Maciel quand il dit il. Titi Dej, qui a une couronne à côté de son pseudo, ce qui indique qu'il peut s'abonner via Twitch Prime. Il dit il gardera Poda, il Diabaté et peut-être Diagoraga. Oui, Maxence, pardon. Non, j'allais te faire une passe D en plus là-dessus dans 2 minutes, mais c'est bon du coup. Matt Leblanc qui lui dit pour vous, c'est qui la meilleure et tu vois qu'il faut forcer dans la vie. Les gens ils disent qu'il faut pas forcer. Mais merci Titi Dej pour cet abonnement Prime. Merci beaucoup. Ça me permet de. Ah, merci énormément. Matt Leblanc, du coup, qui nous demandait pour vous, c'est qui la meilleure recrue? Perso, c'est Cruz, une petite pépite. Juste avant, peut-être pour conclure définitivement sur Saint-Etienne, votre top et votre flop très rapidement pour ce match de Saint-Étienne, comme ça on l'enterre et on n'en parle plus jamais. Jürgen, t'es en premier, paf, je t'envoie la balle au bon. Ton top et votre flop. Assez d'accord avec le supporter Stéphano qu'on a eu tout à l'heure, Poa en top. Et en flop, en fait, j'ai même pas spécialement envie d'en mettre. Elle est un peu vache, je dirais Moore. Je trouve qu'il est un peu trop discret par rapport à Poa et Boitou. Mais c'est vraiment pour trouver quelque chose à dire. Parce que au final, c'est un collectif qui s'est exprimé hier. Larry. Cruz en premier. Poa en deuxième. Et ouais, Boitou en 3 parce que, encore une fois, la charnière Boitou et Poa a été convaincante, une fois de plus. Et Cruz monte en puissance. Et ton flop? Flop, j'en ai pas, on va dire le match en lui-même. Ok, le match en flop. Et toi, Maxence? Pour moi, en top, forcément Poa, comme disaient mes collègues. Boitou, je suis d'accord aussi avec Larry. Je suis obligé de mettre Jean Loucher, toujours aussi rassurant derrière. Franchement, rien à dire. Et en flop? En flop, je dirais Stéphane Diarra de Saint-Etienne. Non, c'est assez dur de trouver un flop. En flop, moi je vais te le donner, la Saint-Etienne. Ouais, ça peut marcher. Hein. Avec tout le respect, un club qui se retrouve à jouer à ce niveau-là, c'est toujours un peu de peine. Est-ce que, on en parlait un peu en avant-match, est-ce que tu penses que le groupe a lâché le coach là? Parce que vraiment, ils en avaient rien à taper du match hier, Stéphano. Moi, je pense que le coach a lâché la direction qui a lâché le coach. Ah. Bon. Moi, je pense que c'est surtout ça. Mais... S'il pouvait éviter de changer d'entraîneur la semaine avant le déplacement à Valenciennes, ça m'arrangerait. Bon, non, je pense que s'ils perdent, là, je pense pas qu'il va se faire virer en vrai. S'il avait perdu, ça aurait été très très chaud. Mais je pense qu'au prochain match, on peut en discuter s'il gagne pas. Quoi. Mais je trouve qu'il y a un manque de qualité dans l'équipe. Hein, mais moi, je suis d'accord, mais pour moi, c'est entièrement de la faute. Moi, je vais donner des coupables ici, là.
Je vais donner des noms. C'est de la faute de Laurent Batles, déjà en 1, du côté Julien Saint-Etienne. Sablé, non, c'est pas ça. Non, Sablé, il est plus là. Ah, c'est qui le recrutement? Qui fait le Et recrutement? bah justement, c'est lui le problème, c'est Loïc Perrin. Ah oui, Loïc Perrin, Qui il pardon. est nul, qui il est nul. Et en fait, il va te chercher que des anciens flops de Ligue 1, Ligue 2. C'est le José Salès de Saint-Etienne, Ouais, en mais en fait. pire encore, je trouve. Pour moi, J'ai il fait l'impression ça, il prend sa louche, il mélange, et après il dit, ah putain, pour montrer qu'on bosse quand même, on va aller chercher un joueur avec de la data. Ils vont chercher Bentaïg au Maroc, qui a fait un super match hier, il mélange. Tu te retrouves avec Tardieu, l'année dernière, tu te retrouves avec Monconduit, avec des joueurs comme ça, tu vois, qui, même si Tardieu a fait un bon match, je pense pas que ça sera un mercato génial. Et tu fais ça, et puis au final, bah, t'as un effectif qui est pas cohérent, et c'est super difficile de pouvoir jouer quelque chose, quoi. comme l'impression que tu ne lui as pas pardonné une certaine finale de Coupe de France, quand même. Ce monsieur Perrin. Ah non, mais Loïc Perrin, pour moi, enfin, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Moi, je trouve qu'il y a une légende qui a toujours été un peu surfaite à Saint-Etienne, parce que on lui disait, ouais, c'est un joueur d'un club et tout. Faut pas oublier que le mec, dès qu'il a eu l'occasion de partir, c'était le premier à faire le forcing pour partir avec ses dirigeants. Monaco, Arsenal. On s'en souvient, et c'était le premier à partir au clash. Au final, il n'est jamais parti, mais voilà. En tout cas, super débrief de la Saint-Esphère. N'hésitez mais pas à c'est- vous abonner. C'est toujours bien et à d'avoir un suivre mot la sur chaîne. les adversaires. Non, non, je te taquine. Matt qui nous dit le flop c'est Linguet, Poa top 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 pour Charles, top Cruz et Poa pour Matt, top Poa Boitou et flop Bonnet Linguet pour Romain. Loïc Perrin c'est un coup à la siège pour calmer les supporters à faire venir un ancien joueur du club. Ouais, c'est c'est ça. vrai. Mais Mm. sauf Ça que lui ressemble. du coup, j'en ai discuté parce qu'on a fait une interview pour Évêque et la mise au vert. Du coup, moi j'en ai discuté avec le mec de Évêque. Il me disait clairement que c'était ça. Mais que le problème, c'est que là, il est vraiment en train de détériorer son image. Pour moi, c'est plus un coup, ouais, voilà, c'est comme Savidan, quoi. Quand Sdiak a été chercher Savidan, il s'en sert comme bouclier. Bah là, c'est un peu la même chose. Tant pis pour lui. Bah absolument, tant pis pour lui, c'est mérité. Charles qui nous dit directeur sportif c'est un métier, c'est pas parce que t'as été un bon joueur que t'es bon d'ailleurs. Bulbel qui nous fait un petit point mode. Bon, c'est la fin du débrief, Ouais, on peut y c'est aller. important. Par contre, j'ai trouvé l'ensemble de la tenue tout en rouge qui rend super bien au passage. Je sais pas ce que vous en pensez. Messieurs, short Ouais. blanc, short rouge, c'est maintenant, c'est le débat. Bah c'était très beau, mais c'est pas nos couleurs, quoi. Il nous faut un short blanc. Moi, Bah, moi, j'ai trouvé ça très stylé. Donc, Ah ouais, après, non, mais bon, stylé, l'histoire, quand c'est stylé, je m'en fous. Larry, à toi de trancher, il y a un Par match nul. Quand on a joué à l'extérieur, je trouve pas ça déconnant de jouer tout en rouge. Ouais, Si c'est pour ça, c'est ça la raison. Si on était à domicile, ouais, ça m'aurait un peu interpellé, mais bon, après je m'en fous un peu. Enfin, Bon, le messieurs, on a déjà un petit peu débordé. On va faire rapidement le conseil de classe. Je vous rappelle vos pronostics pas très fameux pour ce Saint-Etienne-Valenciennes. Ilan qui avait pronostiqué une défaite 2-0 de Valenciennes, donc c'est 0 points pour lui. Jürgen qui avait pronostiqué un 1 partout, donc c'est 1 point, puisqu'il a le bon résultat mais pas le bon score. Larry qui carbure avec son 0-0, parfait, il empoche 3 points. Simon 0 points puisqu'il avait pronostiqué une défaite 3-0. Limite on devrait faire des points négatifs Ah. quand t'es à ce point à côté du vrai prono. Ça c'est une nouvelle règle qu'on mettra en place après. Et Maxence, du coup désolé, tu avais pronostiqué une victoire 1-0, tu pourras ne pas prendre qu'à Lucas Wunderberg. J'étais pas loin, hein. Franchement, j'aurais mérité cette victoire. Et merci Okara. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Bah, merci à celui qui s'est abonné. Ça commençait par Okari, mais j'ai pas eu le temps de Ocarina lire. San. Merci à toi de t'avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup. Messieurs, rapidement, vous connaissez la question. Votre pronostic pour cette réception des Pirondins de Bordeaux. On commence par Jürgen. Et dans le chat, Ah, n'hésitez pas. Pour la première fois de la saison, je pronostiquais une défaite 2-1. Parce que c'est un adversaire qui n'ont réussi pas trop. Et ils ont besoin de se réveiller. Et là, il y aura une grosse remise en question pendant la trêve. Donc, je vois une défaite qui nous casse un peu les jambes, mais pas trop. Larry. Je pense que ça va dépendre des prochains jours de David Guillon à Bordeaux. Parce que s'il reste, Ah, il a pas tort. on aura nos chances. Mais si Bordeaux change d'entraîneur, il y aura peut-être un électrochoc. Mais ouais, je vois pas VA gagner. Donc, je dirais même victoire de Bordeaux 1-0. Ok. Bah, moi, ça me fait chier parce que Larry, il a toujours raison, mais j'ai pas envie de l'écouter. Moi, j'ai envie de dire victoire 3 pour VA. 3-1 pour VA. Ouais, match légendaire, on s'en souviendra tous, par Eno à 15 000 personnes, dans le feu, comme ça. Ouais. Bah, si, j'y suis là dans ma tête. J'y suis Ouais. déjà. Il va être trouvé où les 15 000 personnes là? S'il faut, j'irai faire du porte-à-porte, y a pas de souci.
Déjà, il faudra que tu fasses de la publicité pour l'exposition des 110 ans de la Fédération des supporters valenciennois. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là, préparez vos agendas, plein de choses qui arrivent. Au niveau du prono, Romain qui nous dit 1-0 pour VA, Bloodbad 1-0 victoire de VA, 2-2 pour Matt Leblanc, qui dit que tu t'enflammes peut-être un peu pour les 15 000 personnes. En tout On en cas, rediscute. on en rediscute. Après, est-ce qu'il y a une diaspora, comme on dit, de Girondins dans le Nord? Parce que peut-être qu'il y aura des gens... Déjà, oui, il y a des associations de supporters basées dans le nord de la France, mais en plus, Une section à Paris, je crois. ouais, une section à Paris, et même dans le nord, il doit en avoir. Et en plus, je sais que la Sud sera ouverte justement parce que le club attend beaucoup de monde. Rampeur qui dit 1-0 pour VA. Rampeur qu'on récupère juste après pour lui faire le tutoriel pour lier son compte Prime, pour qu'il puisse nous s'abonner via Sache Twitch que Prime. je l'ai déjà eu en message privé, t'inquiète pas. Plein qui dit 1-3 pour Bordeaux. En tout cas, sachez, messieurs et mesdames, peut-être qui nous ont fait l'honneur de nous abonner, que bon, là, on l'a fait à l'arrache, mais bien sûr, vous aurez des avantages comme des émotes et des messages en surbrillance dans le chat. Vraiment, on va s'occuper de vous aux petits oignons. En tout cas, merci à vous dans le chat qui avez encore été très nombreux à poser vos questions et à réagir. Merci à nos 4 chroniqueurs qui ne sont désormais plus que 3 pour leur temps et leur investissement dans ce débrief. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et surtout à nous faire des retours sur l'émission. Bon, c'est un peu embêtant, c'est chiant d'envoyer un message, mais vraiment, quand vous écoutez l'émission, vous dites ah, ça j'aime moins, ça j'aimerais plutôt qu'on parle de ça c'est chiant, ça c'est trop long. N'hésitez pas à nous faire un retour écrit comme ça. Nous, ça nous aide et on sait ce qu'on peut améliorer. Et puis, je souhaite bon courage malheureusement aux nombreux qui vont devoir subir une rentrée demain ou dans la semaine qui arrive. Et puis, je souhaite globalement une bonne semaine, une bonne trêve internationale malheureusement. Et puis, on se retrouve pour le débriefing du match face aux Girondins dans 15 jours. Salut à tous. Force à vous, les Larry. parents, les enfants, Larry!